Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis devant la superbe basilique Notre-Dame de Neuchâtel. Une basilique sublime avec des murs rouges ou ocre. Et c'est très près de ce magnifique endroit que je voulais vous parler aujourd'hui en ce 9 juillet 2024 des films de la veille. Donc le 8 juillet, c'était lundi. Mais avant, je voulais faire une précision concernant le mangeur d'âme. Donc pour ceux qui souhaitent préserver la surprise du film, je suggère de zapper un peu une minute ou deux ou de ne pas regarder cette vidéo. J'ai oublié de préciser dans Le voleur d'âme, donc l'excellent film d'Alexandre Bustillo et Julien Maury dont je vous parlais hier, que les enfants du réseau se vengent de leurs bourreaux en les empoisonnant avec la dite drogue de synthèse extrêmement puissante dans ses effets délétères. Et ça, c'est un des éléments centraux et stupéfiants du film, qui augmente ce côté dramatique, puisque les enfants abusés dans le réseau pédocriminel se vengent par ce subterfuge hasardeux, donc cette drogue de synthèse qui atterrit dans la forêt suite à un crash d'avion. Et ils vont récupérer cette drogue. Donc il y a un ou deux enfants survivants qui arrivent à tenir le choc et qui, eux, vont se venger des personnes adultes qui sont dans ce réseau grâce à cette drogue. Et c'est ça un des poteaux roses du film extraordinaire. Donc je vous recommande à nouveau Le voleur d'âme, un film incroyable. Rien que pour ce film, ça valait le déplacement, et Azraël, dont j'ai parlé précédemment aussi, extraordinaire film. Donc aujourd'hui c'est mardi, hier lundi, nous avions les Asian Shorts, les courts-métrages asiatiques. Alors chaque année, je fais des plaisanteries sur les courts-métrages. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. Les courts-métrages, c'est souvent la catastrophe. Tout simplement parce que, je ne sais pas, c'est le format qui ne se prête pas vraiment à développer une histoire, je ne sais pas. Cependant, sur les 6 courts-métrages d'hier, il y avait Perfect City The Mother, Monsoon Blue et A Short Story. Ces trois-là étaient vraiment bien fichus, il faut bien le reconnaître. Alors naturellement, les histoires contées dans ces courts-métrages étaient secondaires. Ce qui comptait, c'était des sensations, une succession de sensations sensitives, des émotions, plus qu'une trame et une suite logique d'événements. Donc en cela, c'était très réussi, très bien. Et ensuite, il y avait 3 autres qui étaient vraiment d'un ennui terrible. Il y en a un qui s'appelait Cremation of the Quarantine Hotel. Il y avait un deuxième Perfect City de Bravest Kid et Void, un court-métrage japonais. Alors ces trois-là, c'était vraiment, sur le fond comme sur la forme, c'était ennuyeux. Alors dans The Void, il y a bien des espèces de lumières bizarres dans le ciel. On pourrait croire à des extraterrestres ou des ovnis. Mais bon, c'était pas terrible. Donc 50-50 sur ces courts-métrages. Ensuite, il y avait un film américain de Michael Felker qui s'appelait Things Will Be Different. Ça raconte l'histoire d'un casse qui est fait par un frère et une sœur. Je me déplace un petit peu. Hop. Le soleil joue à cache-cache. Comme ça peut-être. Hop, hop. Comme ça. Donc Things Will Be Different. L'histoire d'un frère et d'une sœur qui commettent un braquage. Ils se réfugient dans une maison et dans cette maison, le frère a fait un deal avec on ne sait pas qui pour s'échapper temporellement. Donc il y a une espèce de faille temporelle dans cette maison qui fait qu'ils vont échapper à la police.
pendant un certain temps. Il se retrouve dans la maison, mais dans un temps hors du temps. Tout est stoppé, si vous voulez. Puis par un certain subterfuge, ils ont à manger. Alors pendant une trentaine de jours comme ça, non, 15 jours d'abord, 14 jours, ils vont survivre dans cette maison où il ne se passe rien et ils espèrent revenir au temps actuel. D'autant que la sœur en question a une petite fille qu'elle aimerait bien retrouver dans la vie courante, on va dire dans l'espace-temps, dans le continuum. Alors on se dit au départ c'est une idée intéressante, mais évidemment vu qu'il faut du drame dans tous ces films, eh bien il y a un traquenard là-dedans avec disons une espèce de, au départ on ne sait pas trop, une espèce d'entité qui est cachée derrière ça, des personnes qui les téléguident. Et effectivement à la fin du film on va se rendre compte que tout simplement il y a un homme et une femme qui on ne sait pas qui ils sont. Il y a très peu d'explications dans ce film en fait. Une sorte d'expérience scientifique et nos deux amis protagonistes du film sont les cobayes. Je chasse une guêpe. Voilà. D'ailleurs, il n'y a rien à manger ici, mais enfin bon. Donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de longueur, parce qu'après ces 14 jours, ils se rendent compte qu'ils sont dans un traquenard, il y a des espèces d'échanges par message avec un petit magnétocassette. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on va retrouver le magnétocassette dans le dernier film de la petite sélection d'hier dont je vous parle aujourd'hui. Et il y a des échanges avec ces mystérieux couples qu'on voit à la fin, où en gros, ils leur disent oui, il y aura un intrus et il faudra l'assassiner. Donc, il y a comme ça 350 jours qui se passent. Donc là, il y a vraiment des longueurs, même si bien sûr ils ont condensé presque une année. Et d'ailleurs, c'est pas très crédible parce que je pense que qui que ce soit qui resterait une année, ou quasiment une année, avec les 14 jours du début, ça fait une année, dans cette maison avec personne, pas de vie sociale, il deviendrait fou, ou suicidaire ou désespéré. On a quand même besoin un peu de contact humain. Et donc voilà, donc c'est pas très très crédible à ce niveau-là. Et puis il y a des incohérences scénaristiques puisque l'intrus en question, ça va se révéler être qui est masqué, ça va se révéler être la fille de la demoiselle, de la sœur, cette fille, mais à l'âge adulte. Et on comprend pas pourquoi il y a un combat comme ça où il faut l'éliminer, enfin il n'y a pas d'explication. Plus tard, c'est comme un Rubik's Cube ce film. Un Rubik's Cube mais sans solution. On tourne un peu dans tous les sens. Ensuite, le bonhomme s'échappe, il retrouve son double, il le tue. Ensuite, il retrouve la sœur. On revient au début du film quand le frère et la sœur se retrouvent dans un bar. Sauf que la sœur ne reconnaît pas le monsieur, son frère. Elle lui dit « Mais qui êtes-vous » Donc un film très bancal, ou alors j'ai pas compris, ça dépasse mes modestes capacités cognitives, hein, c'est fort possible, hein, je ne prétends pas à la science infuse. Mais bon, je mets 2 sur 6 sur ce film très insuffisant. Ensuite, nous avons eu un film assez remarquable, très beau film, un film scandinave d'un réalisateur danois qui s'appelle Ola Salim. Ola, U-L-A-A, Salim, S-A-L-I-M. Un film scandinave très beau, un très beau film romantique, avec une histoire romantique entre un jeune homme et une jeune femme. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont une vie amoureuse très belle qui commence après une rencontre dans une boîte de nuit. Et puis, ça plaira beaucoup ce film aux gens qui ont un cœur de midinette comme moi. Et donc, elle est chanteuse, lui, il est scientifique, il s'occupe d'une espèce de faille dans l'océan qui crée des désordres climatiques, on va dire. Et il y a tout un pan de la falaise. Le film se déroule en Islande, qui s'écroule. Donc lui, il étudie ça. Elle est plutôt artiste.
et ils vont vivre une très belle histoire. Et à un moment donné, elle dit « je suis enceinte ». Et lui, il dit « moi, je ne suis pas prêt ». Il lui dit « moi, je souhaiterais que tu avortes ». Et elle n'est pas très partante. Donc elle le quitte, elle refait sa vie, et lui, il va dérouler son histoire. Il y a une histoire un peu à la The Core, ce film Fusion. Et il y a un parti pris dans ce film très audacieux de la part du réalisateur, on va dire un parti pris pro-vie, pro-life, puisque la demoiselle va avorter, du moins c'est ce qu'on pense dans le premier temps du film. Elle va pleurer, elle va... Et lui, ensuite, il va le regretter tout le reste de sa vie. Il va regretter d'avoir suggéré cette décision. Et il est clair que si on s'arrête sur le sujet très très délicat de l'avortement, alors si on essaye d'avoir une position raisonnable sur la question entre les hystériques pro-infanticides d'une part, qui sont très actifs et fortement mis en avant médiatiquement, et les tout aussi extrémistes pro-life, quoi qu'il en coûte, les anti-avortements. Donc si on essaye d'avoir une position un peu raisonnable, en dehors des cas où l'enfant est né d'un couplage non désiré, et dans le cas des enfants qui sont, disons, avec des graves malformations, en dehors de ces deux cas, on pourrait dire quand même qu'il y a quand même une sacrée hécatombe chaque année. C'est ma position. Donc, je suis à la fois... Alors, je vous donne d'abord des chiffres. En Suisse, en 2023, il y a eu 12 000 avortements, 12 024 avortements en 2023. En France, il y en a eu 234 300, seulement dans l'année 2023, donc concernant ces deux pays, la Suisse, la France. Alors c'est quand même, on peut dire, une belle hécatombe, et je ne vous parle même pas des autres pays. Ça, c'est un fait. Ensuite, du côté de ceux qui tiennent à mettre l'avortement comme un droit absolu inscrit dans la Constitution, enfin qui sont très actifs pour dénoncer tous ceux qui mettraient un peu des nuances là-dedans. Donc les bons arguments de ces gens-là, je dirais qu'effectivement il y a parfois des contours. Donc en dehors des deux catégories, des deux cas que j'ai cités avant, pour la décision d'avortement, je dirais que effectivement il faut qu'il y ait des conditions de vie viables, socio-économiques. Il faut qu'au niveau politique il y ait des garanties pour que les couples puissent élever leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Alors c'est assez difficile côté femmes, puisque de nombreux pères de ces filles qui deviennent des femmes comme moi, avec la mienne, les incitent, leur suggèrent de mieux réussir, de réussir le mieux possible dans leur vie, professionnellement parlant, et en même temps, ce serait bien si on peut avoir quand même des enfants pour que la société se perpétue. Voilà, d'une part. Et d'autre part, si je prends des arguments du côté des anti-avortements, eh bien, je dirais que c'est quand même une sacrée belle hécatombe. Et on a beau dire, mais c'est quand même des meurtres d'enfants, des infanticides. Voilà, donc ça c'est désolant. Moi j'ai ma fille, c'est le plus bel événement qui me soit arrivé dans ma vie. C'est avec elle que j'ai eu les plus beaux souvenirs et les souvenirs les plus marquants dans ma vie. Donc, je suis vraiment heureux qu'elle soit vivante. Elle a 22 ans. Donc voilà, j'essaye d'avoir une position raisonnable. Alors il est clair que s'il y a une jeune femme enceinte et que c'est non voulu, non désiré, et puis qu'on lui dit tu n'avortes pas, tu te démerdes,
Là, je dis, je suis pas d'accord non plus. Alors, si la seule solution, c'est d'avorter, je le regrette. Moi, je souhaiterais qu'il y ait des meilleures solutions pour aider cette femme, aider toutes ces femmes qui sont dans ces situations-là. Mais si ce n'est pas possible, pour tout un tas de raisons, si ça ne suit pas au niveau de la sécurité économique, eh bien, alors c'est dramatique. Mais bon. Mais pour moi, l'avortement, ce serait vraiment la dernière des dernières solutions. Voilà, c'est là où je suis plutôt du côté pro-life. Mais je ne crois pas l'être un hystérique d'un côté ou de l'autre, entre les hystériques pro-assassinat de masse et les hystériques on interdit tout. On essaye, si possible, de trouver une position médiane. Voilà, bon, ça c'est ma position. Je referme cette parenthèse sur l'avortement. Quoi qu'il en soit, le parti pris de ce réalisateur danois Ola Salim est très audacieux, puisque quand même ce qui prédomine c'est plutôt le côté on dégomme tout ce qui bouge. Voilà. Bon. Donc on a cet homme scientifique qui va poursuivre sa vie et qui va essayer de... Il y a une histoire avec la faille terrestre, mais toute sa vie il va regretter cette décision. Et après on se rend compte qu'il va retomber sur, quelques années plus tard, 15 ans après, il retombe sur sa fiancée d'époque. Et celle-ci lui présente un fils, Lucas, qui a 15 ans. Puis lui, il trouve ça un peu étonnant, donc on voit qu'ils se redésirent l'un l'autre, mais elle dit, moi j'ai ma vie, maintenant j'ai un nouveau bonhomme, j'ai mon fils, tout va bien, ça roule, ça tourne. Et évidemment, très vite, on se rend compte que cet enfant, en fait, est son fils à lui. Donc elle lui révèle ça, elle lui dit, moi, je n'ai pas pu avorter. Donc malgré ce que tu souhaitais, moi j'ai gardé l'enfant. Elle a dit, j'ai pas pu avorter. Et à mon avis, elle a pris la bonne décision. Bon, c'est une fiction, mais c'est pour dire. Donc, elle lui dit, c'est ton fils, mais moi j'aimerais préserver notre vie. Et même à un moment donné, donc ce fameux scientifique rencontre le père, enfin le nouvel époux de son ancienne fiancée, et lui, il lui dit, mais moi je sais, tu fais comme tu veux, mais moi ça m'est égal, mais voilà, ça fait 15 ans qu'on vit très bien tous les trois et tout. Elle lui dit la même chose, elle ne lui empêche pas de lui révéler, mais elle lui dit, j'aimerais que tu gardes ça pour toi. Donc finalement, il se résout à ça. Et puis ensuite, il y a donc dans ce film une histoire un peu à la The Core, Fusion, ça s'appelait, de John Amiel en 2003, avec le noyau de la Terre, et puis un espèce de sous-marin qui va dans le noyau de la Terre. Là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est dans l'eau, c'est les abysses maritimes. Et puis il y a un petit peu une intrigue scientifique pour colmater la faille. Et puis il y a un des autres scientifiques qui disparaît dedans. Et lui, il va disparaître aussi dedans. Et bien évidemment, on le devine, il va être face à ce qu'il aurait pu vivre s'il avait dit on y va, tu es enceinte, c'est magnifique, on garde l'enfant et on vit avec. Donc il y a vraiment un parti pris très audacieux dans ce film. Et puis surtout, c'est très beau, c'est très romantique, mais c'est beau, un peu à la West Side Story, mais plus moderne peut-être, mais voilà, il y a beaucoup de sentiments, d'amour, il y a des scènes d'amour très belles, ce qui est rare, hein. D'habitude c'est vulgaire. Voilà, un film, très beau film danois, 5 sur 6 j'ai mis. Et pour finir, il y avait Gazer, un film américain de Ryan G. Sloan, S-L-O-A-N. J'ai envie d'épeler cette année, j'appelle les noms. Avec Ariela Mastroianni. Donc ces deux-là, réalisateur et actrice, ils sont ensemble dans la vie. Ils sont co-scénaristes de ce film. Lui réalisateur, lui est scénariste, elle scénariste et actrice. Donc nous avons une histoire un peu étonnante. Ce film est surtout intéressant sur la forme, tourné en 16 mm avec des très belles images,
sur les couleurs un peu grisonnantes, bleuâtres du New Jersey. Ça a été tourné là-bas. Et nous avons l'histoire d'une jeune femme veuve qui a peut-être tué son mari, on ne sait pas. Le film entretient le flou sur cette question. En tout cas, elle a perdu la garde de sa fille parce qu'elle souffre d'une maladie qui s'appelle la dyschronométrie. Alors au départ, je me suis dit, est-ce que c'est encore une maladie inventée par les Américains pour refourguer des médocs qui bouffent le foie et la rate en très peu de temps? Excusez-moi, je suis un peu passionné aujourd'hui. Mais bon, apparemment, cette maladie n'est pas connue du tout, et cette maladie altérerait ou altère la perception du temps et de la réalité. Et cette maladie touche le cervelet. Donc vous avez le cerveau comme ça, et en dessous, au milieu, vous avez le cervelet qui commande notamment la motricité, la coordination des mouvements. Et cette maladie, la dyschronométrie, altérerait donc la perception du temps et puis aussi la coordination des mouvements et la perception de la réalité. Donc c'est une espèce de variante d'Alzheimer, on pourrait dire. Donc cette jeune femme, elle est atteinte de cette maladie, du coup elle a perdu la garde de sa fille qui est gardée par sa belle-mère. Elle cède avec des enregistrements, donc c'est là où on retrouve le lecteur cassette. Et dans ces enregistrements, il y a sa voix qui lui parle pour lui dire de ne pas perdre l'attention, qui lui pose des questions. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Où vont les gens? Que vois-tu? Ce genre de choses pour l'aider à pas décrocher. Ok, fort bien. Et puis, donc elle vit de petits boulots, dans une solitude assez intense. Enfin, elle connaît un petit peu des gens, mais sa voisine et 2-3 personnes comme ça, mais bon. Et elle va tomber dans un espèce de traquenard puisqu'elle fréquente un groupe de gens de parole, un peu comme qui est autour du thème du suicide. Donc il y a des gens qui se réunissent comme les alcooliques anonymes, mais là il y a des petits groupes pour parler de thèmes divers et variés, souvent très dramatiques, l'alcoolisme, etc. Et elle va tomber sur une jeune femme qui va lui proposer un deal avec une voiture. Évidemment, c'est un traquenard avec une femme assassinée. Et en fait, cette jeune femme qui lui propose ce deal pour transporter une voiture d'un point A au point B, ce qui est compliqué et risqué pour cette jeune femme qui souffre donc de cette maladie. Mais elle dit, je peux le faire. En plus, l'autre jeune femme lui propose $3000. Mais évidemment, c'est un traquenard parce que il y a un meurtre dans le coffre de la voiture, une autre femme qui a été assassinée, qui bosse pour une boîte pharmaceutique, on y revient. Et cette femme se venge en tuant la jeune femme qu'elle estime responsable d'avoir prescrit des médicaments délétères à sa mère qui est décédée à cause de ces médicaments. Moi, c'est ce qu'elle ressent et c'est ce qui est dit dans le film. Donc voilà l'intrigue. C'est pas mauvais, c'est pas extraordinaire, c'est surtout sur la forme que le film est intéressant. L'actrice est très bonne, elle joue très très bien. Et puis elle a son petit charme un peu garçonne comme ça, Ariella Mastroianni. Elle est très sobre, elle joue très très bien. C'est une très bonne actrice. Donc on a des belles images, mais l'intrigue est disons moyennement crédible parce que entre les symptômes qui induisent un certain handicap qui est bien évidemment variable et tout ce qu'implique le fait qu'elle veuille comprendre ce qui s'est passé, elle mène son enquête, puis il y a la police autour. Bon, c'est moyen, voilà. Mais bon, à la fin du film, elle récupère sa fille qu'elle va prendre chez sa belle-mère, même si théoriquement elle n'a pas le droit. Puis ça finit un peu en queue de poisson, voilà. Mais bon, j'ai mis 3/6, voilà, moyen. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.